quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara Et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita. Bonjour Eve. Bonjour Eliana. Vous savez à quoi je pense quand j'entends cette musique? Je pense à Woody Allen qui disait que quand il entend la Valkyrie, il comprend Hitler parce que lui aussi il a envie de faire l'invasion de la Pologne. Voilà, c'est ça que je Non, pense. mais c'est une transition magnifique en fait. En fait, elle est trop forte, Entre Eliana. votre phrase de la dernière émission. Mais parce qu'on arrive au nazisme, donc forcément on y pense. On arrive aux années 1929-1939, qui sont les années où a eu lieu officiellement la 5e Alia. Et évidemment, cette Alia qui a été directement liée à la montée du nazisme en Allemagne. En Allemagne. Mais il faut rappeler aussi que durant cette période, il n'y a pas seulement la montée du nazisme, mais il y a aussi un nationalisme très important dans beaucoup de pays qui se traduit par un antisémitisme violent. Il faut rappeler que, par exemple, en Pologne, il y a des numerus clausus dans toutes les universités pour les juifs, que les juifs ne sont pas les bienvenus, qu'on a tendance à leur rappeler assez souvent, et c'est pour cette raison que la plupart des juifs d'Europe de l'Est cherchent à aller ailleurs, tout simplement. Aller ailleurs, et cette alia-là, de 1929 à 1939, on l'a dit, va voir l'arrivée de presque 200 000 juifs de toute l'Europe en Eretz Israël. Alors, il faut rappeler qu'une grande partie d'entre eux vont venir d'Allemagne et d'Autriche, puisque les nazis viennent de prendre le pouvoir, et on va avoir aussi un accord entre tout simplement l'organisation sioniste, la Histadrut sioniste, et le Troisième Reich en 1933 jusqu'en 1938, afin de faire ramener le maximum de juifs et de capitaux en Palestine. Un accord qui s'appelle l'accord de Haavara, et qui va être quand même contesté, il faut le dire, puisque c'est pas évident que les juifs ici à Ben Gurion et les nazis discutent, qui va être contesté par un certain nombre de gens qui disent qu'il ne faut, même à ce prix-là, même au prix de pouvoir faire venir des juifs en terre d'Israël, aucune discussion avec les nazis. C'est un débat qui va revenir, j'ai envie de dire. Donc il y aura ce débat à ce moment-là, au moment de la Havara. On aura ensuite le débat qui va continuer en Israël au moment du procès Klausner. Klausner qui était un juif hongrois qui va essayer à nouveau au plein milieu de la guerre, il va essayer de sauver des juifs en les achetant entre guillemets aux nazis, ce qui ne va pas plaire, puisqu'ensuite il sera à une position au gouvernement, et il y aura un journaliste qui va écrire contre lui, et donc ça va faire aussi un grand débat en Israël. Et enfin, la troisième fois on va véritablement à nouveau parler, c'est au moment de ce qu'on appelle les Shilomim, comment on appelle ça, ensuite, après la fin de la guerre, dans les années 50, l'État allemand, cette fois-ci qui ne sera plus l'État nazi, va proposer de faire les réparations, de faire des réparations. Donc, d'un côté, il va y avoir les réparations personnelles. Donc, toute personne qui a été déportée pendant la Shoah va recevoir un fonds. Et ensuite, on va avoir les déportations qui, elles, seront à un niveau... des réparations qui seront à un niveau national, où tout simplement, l'État allemand offre à l'État d'Israël de lui payer des réparations. Et ça va aussi un gros débat. Un gros débat autour de ça. Donc, revenons aux années. Alors, à ce moment-là, Ben Gurion est assez pragmatique. Il veut comme toujours. Et il s'agit quand même de 30 millions de dollars qui seraient ainsi transférés avec ces accords par le Troisième Reich. Il faut dire aussi que cette immigration dite légale n'a pas été la seule, qu'une forte immigration illégale, ce qu'on a appelé l'aliabet, va être mise en place. Parce que bilti légalit, non illégal, tout simplement. Voilà, illégal. Et qui va être mise en place en même temps, notamment par Jabotinsky. Voilà, donc on essaye de faire ramener en fait le maximum de personnes. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, on a quand même ce qu'on appelle le livre blanc. Le livre blanc, on va en avoir plusieurs des livres blancs. Ce sont des, en anglais, ça s'appelle un livre. En fait, ce sont des lois, puisque en Angleterre, quand on fait passer une loi, elle rentre dans un livre. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un livre. Ça va être les politiques de restriction des Anglais qui commencent à regarder, à interdire, à limiter fortement l'arrivée des Juifs. Des Juifs à cause des pressions arabes, tout simplement, les pays arabes autour
autour. Voilà, à cette époque-là, les Juifs et les Arabes les tensions commencent à grandir. Oui. Non, elles sont là depuis longtemps. Ouais. Les Arabes commencent vraiment à plus accepter la situation. Les Anglais font un peu marche arrière et donc ils ferment les portes aux Juifs en terre d'Israël. Et c'est aussi à cette période qu'on va avoir le début de l'opération Choma Umigdal, donc muraille et tour. Ce qui est important à cette époque-là, on comprend que un jour ou l'autre, un État juif sera créé et il faut créer des preuves sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut créer des preuves sur le terrain ? C'est-à-dire qu'il faut augmenter les implantations juives. Et comment on fait une chose pareille ? Il y a une loi britannique qui dit que tout endroit où il y a une muraille et une tour, c'est un yishuv, c'est une implantation juive. Et donc pendant à de nombreuses reprises, les juifs du yishuv préparent... Je crois qu'entre 36 et 39, ils vont planifier 51 constructions en une seule nuit. Et qu'ils vont réaliser en une seule nuit. C'est-à-dire qu'ils arrivent en pleine nuit dans un endroit avec cette muraille qui est construite. Pendant 3 ans, ils vont y travailler et ils vont faire tout ça. Ils le feront d'ailleurs jusqu'en 1947, juste avant, le 29 novembre 1947, pour que il y ait un maximum d'implantation. Afin qu'au moment du plan de partage, au moment du vote du plan de partage, les cartes sur lesquelles on donne des territoires aux Juifs soient plus importantes. Voilà. Exactement. Donc à cette époque-là, on l'a dit, presque 200 000 Juifs arrivent en Israël, soit officiellement, soit illégalement, aidés en tout cas par Ben-Gurion, Jabotinsky et tous les politiques sur place. Alors quel type de population arrive en terre d'Israël ? Alors c'est très important de le dire, il y a beaucoup d'universitaires, d'artistes, de médecins, de professions libérales. Il y a beaucoup, donc ces Juifs allemands qui étaient... Il faut savoir que les Juifs allemands qui ont pu venir ici dans les années 30, des Juifs allemands qui avaient des fonds, qui pouvaient se permettre de tout laisser. Les autres étaient refoulés, il y a beaucoup de ces Juifs allemands qui vont aller enseigner à l'Université hébraïque de Jérusalem, d'où vient la petite blague que l'Université hébraïque de Jérusalem est la seule université allemande à l'ancienne qui est restée. Joli. Oui, et surtout les gens qui y ont étudié vous diront que c'est tout à fait ça. Et ça va aussi changer un petit peu ça va, puisque ce sont des universitaires, puisque c'est la rigueur à l'allemande, ça va vraiment avoir un impact très important sur la population israélienne. Et d'ailleurs, c'est à cette époque, on en avait parlé dans une autre émission, que le fils d'Eliezer Ben Yehuda, qui s'appelle Itamar Ben Avi, va penser à rédiger un journal qui serait écrit en lettres latines, bien qu'on parle en hébreu, parce qu'il se rendait compte que justement ces Juifs allemands, c'était compliqué pour eux de lire l'hébreu, comme j'imagine qu'en tant que Ola, vous comprenez cette difficulté de commencer à lire de droite à gauche et non pas de gauche à droite. Et donc il avait proposé de faire un journal qui serait un journal en phonétique avec des lettres latines. Il avait été influencé, il avait rencontré à l'époque Atatürk en Turquie pour en parler. Et donc c'est à cette époque où on voit quand même, bon, il n'a pas réussi, je vous rassure, tout est en hébreu aujourd'hui. Rassure ou pas. On est obligé de s'y mettre. Et donc il faut préciser avant de se quitter qu'en 1939, avec toute cette alliance et 200 000 Juifs qui sont arrivés, les Juifs représentent 40% de la population présente en Eretz Israël, le futur État d'Israël. Merci beaucoup, Ève. Merci, Hélène. À bientôt. Au revoir. Des 4 coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Ève Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita.